vraiment posé la question, mais bon, voilà, moi j'avais des éléments, qu'est-ce qui se passe ce jour? Donc il me parle d'une date, d'un déjeuner, mais vous avez déjeuné où? Et j'allais vraiment au bout de l'idée, qu'est-ce que vous avez mangé? Je faisais beaucoup travailler la mémoire, parce que mon challenge, c'était finalement d'emmener le lecteur aussi avec moi, littéralement de le prendre dans la main et de l'installer dans une pièce et de voir tout ce qui se jouait derrière ce qu'on pouvait voir, ce qu'on pouvait lire dans nos journaux, ce qu'on pouvait voir à la télé, ce qu'on appelle le grand théâtre de la politique, des rapports de force, avec ce qu'il y a de pas beau, ce qu'il y a de fort, des négociations, des phrases dures. Et donc je ne pouvais pas y aller à moitié, donc je sollicitais des infos. Et alors, je peux vous confier que des fois j'avais l'air un peu stupide à leur demander mais c'était quoi le vin, c'était quoi. Je voulais vraiment que le lecteur soit dans la pièce et voit ce qui se passe et comprenne finalement pourquoi. Parce que quelque part, pardon de vous dire, mais est-ce que la marque du vin nous expliquera pourquoi le parti fait? Non, bien sûr que non, mais au moins ça plante en décor et on voit ce qui se passe. Et on comprend peut-être mieux. Vous l'avez évoqué, donc vous pointez du doigt 7 leaders de la gauche française qui sont suspectés d'avoir tué le Parti Socialiste. Donc ce qui reste du Parti Socialiste, c'est Bernard Cazeneuve, Olivier Faure et Anne Hidalgo. Du socialisme lui-même, Hollande et Taubira. Et d'ailleurs, puisque vous pointez aussi du doigt Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, à la fin vous trouvez un seul assassin. On laisse le suspense monter dans la salle. La dernière phrase du livre. À titre personnel, j'ai davantage eu l'impression, en lisant ce livre, que c'est plutôt le paysage politique socialiste bigarré qui l'a mené à sa mort, plutôt qu'un seul assassin. En tout cas, il y a un seul assassin. Je prends le parti, parce que je ne veux pas faire comme Agatha Christie, qui a 1 million de fois plus de talent que moi. Agatha Christie, ils sont tous coupables. Moi, j'en ai qu'un coupable. Mais en tout cas, on peut être sûr qu'ils ont tous mis la main à la pâte, si je peux dire ainsi. Ils ont tous participé d'une manière ou d'une autre à l'effondrement, à ce qu'on a vécu finalement cette année et ces dernières années. Oui, il y a tous ces suspects. Ils ont tous un rapport avec le Parti Socialiste, direct ou indirect. Christiane Taubira n'est pas adhérente du Parti Socialiste, mais pourtant elle a vécu avec, elle a fait sa construction politique avec. Le point commun entre tous ces personnages, finalement, et c'est ce que je décris au travers du livre, c'est que plus aucun n'a vraiment d'idée. Finalement, le titre du livre sera aussi le bal des gens qui n'ont plus d'idées. Et vraiment, tous ces candidats n'étaient animés que par la volonté de reprendre un drapeau, celui du socialisme, qui était à terre, et d'être cette espèce de figure qui pourrait ressusciter une vieille idée qui quand même a donné 2 présidents à la France, François Mitterrand et François Hollande en 2012. On peut parler même des grandes figures de la gauche à travers l'histoire, Léon Blum, Jaurès. Enfin voilà, il y a quand même le socialisme en France, c'est un des grands piliers de la République. Et finalement, nous avions une classe, une génération. Trotsky disait, pardon de faire des citations, excusez-moi, mais Trotsky disait quand un programme finalement s'éteint, la génération qui l'a porté avec s'éteint avec lui. Et je crois qu'on est vraiment dans cette situation-là, c'est-à-dire que le Parti Socialiste n'avait plus d'idées, ne défendait... Enfin, on pourrait faire un sondage. Qui se souvient de la dernière grande mesure socialiste en France? Je ne parle pas sociétal, je parle vraiment socialiste. Je pense que c'est... Enfin, on pourrait même sortir dans la rue, pour l'opinion publique, c'est assez difficile de s'en souvenir. Les 35 heures, voilà, ça remonte, on était soit pas nés, soit très jeunes. Et voilà, donc cette machine qui avait tout en 2012, le Sénat, les régions, énormément de départements, les grandes villes, l'Assemblée nationale, l'Élysée, enfin vraiment, rarement une force politique n'a autant de pouvoir sous la Ve République qu'en 2012. Et puis un effondrement en moins de 10 ans parce que les idées ont disparu et parce que le peuple de gauche, je mets des guillemets parce qu'il est variable, ne croyait plus en cette force qui gagnait. Vous le dites, on voit souvent dans ce livre, et c'est assez troublant,
des leaders qui sont presque mus par une guerre d'ego, une lutte de pouvoir, et finalement on a très peu de place donc laissée à l'idéologie. Mais alors tout de même, est-ce qu'avant de signer la mort du PS, il ne faudrait pas signer la mort du socialisme lui-même, et peut-être prendre en compte que l'électorat est aussi l'assassin du Parti socialiste? Les idées ne meurent jamais. Ça, j'en suis convaincu. On l'a vu à travers l'histoire, pour le pire comme le meilleur. On voit que le fascisme, aujourd'hui en Europe, a pignon sur rue dans beaucoup de pays. On le pensait disparu, il revient. Et le socialisme, finalement, c'est pareil. Alors, il y a des variantes, finalement, du socialisme. Le communisme résiste. Pourquoi le communisme il a si bien marché après la Seconde Guerre mondiale? Parce qu'il s'occupait des gens, il avait des idées à défendre, et finalement il était extrêmement populaire, et le socialisme avait oublié ça. Donc il s'était déjà éteint après la Deuxième Guerre mondiale, à la Libération. Et puis il a revécu sous Mitterrand. Donc les idées, le socialisme finalement renaîtra d'une manière ou d'une autre. Les appareils, eux, peuvent mourir. Et ils meurent justement parce que ils ont des personnages, des acteurs qui ne pensent plus, comme j'expliquais tout de suite, qui sont mus par une guerre d'ego, et finalement où l'humain et les intérêts personnels prennent le pas sur les grandes idées et sur les convictions. Sur votre question sur le peuple de gauche, c'est compliqué parce que le socialisme, on pourrait entrer en désaccord, on pourrait faire un débat sur qu'est-ce que le socialisme, mais pour moi en gros c'est deux jambes radicales. Mon ennemi c'est la finance. C'est Mitterrand, toute sa campagne avant 80, avant le tournant de la rigueur, avec des grandes lois sur les congés, sur l'augmentation des salaires, le SMIC notamment. Et l'autre jambe, c'est le jambe de la réforme. Jaurès disait le réformisme radical. Et finalement, c'est être capable de faire des réformes qui changent les choses. C'était le slogan de Mitterrand, changer la vie. Et finalement, quand on arrive à emmener le peuple de gauche et plus encore, c'est qu'on fonctionne sur ces deux jambes. La faute de François Hollande, ça a été de promettre de la radicalité, mon ennemi c'est la finance, et en même temps, finalement, de trahir cette promesse dès son arrivée en faisant un espèce de tournant de la rigueur, ou en tout cas en changeant ses promesses. Et tout le monde s'est senti trahi, et il y a cet éternel procès en trahison que le peuple de gauche fait à l'égard de ses dirigeants de gauche, en leur disant « vous n'êtes pas assez de gauche ». Mélenchon, si un jour il dirige, aura le même problème, parce qu'il y a la jambe du réformiste, parce que c'est ça le socialisme, à un moment donné il faut réformer. Donc finalement oui, on oscille toujours, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais on oscille forcément entre les deux jambes. Alors si le peuple de gauche et les idées socialistes demeurent, après votre enquête et maintenant la parution de votre ouvrage, qu'est-ce que vous pensez de la place des convictions politiques chez les leaders? Parce qu'on le voit par exemple, et c'est troublant avec Anne Hidalgo, qui change comme de chemise, enfin aussi rapidement que régulièrement d'idées politiques, et ça a d'ailleurs troublé sa campagne. Ah, ça a ruiné sa campagne. Elle commence sa campagne présidentielle en faisant je parle longuement de ce rendez-vous avant l'été 2021, en faisant venir Olivier Faure à l'hôtel de ville. Il y a le sénateur Patrick Canard, il y a pas mal de monde autour de la table, et elle lui fait comprendre clairement que le Parti socialiste, elle n'en veut pas de cette étiquette. Enfin, elle veut juste l'argent, les militants, le fonctionnement, parce qu'aujourd'hui, quand on veut faire une élection présidentielle, on a besoin de toutes ces forces-là. Mais la marque, la rose au point, c'est plus vendeur. Combien de maires, combien de présidents de région, pendant leur campagne en 2015, Jean-Yves Drian en Bretagne, par exemple, n'affichait plus le rose ni le point à la rose, c'était un jaune et c'est autre chose. Enfin, on avait presque, aux dernières municipales, on avait presque honte de dire qu'on était candidat socialiste parce que ça ne marchait plus. On tirait un boulet, le quinquennat de François Hollande, et ça faisait fuir les électeurs. Donc il fallait qu'on change aussi le flacon
sans forcément changer l'intérieur du flacon. Et quelque part, Anne Hidalgo, elle fonctionne comme ça, c'est-à-dire que dans sa campagne présidentielle, elle arrive, elle dit « moi je veux le parti, mais je veux pas ce qu'il y a ». Rouen, elle se lance début septembre, sa candidature à Rouen, c'est un membre du Parti Socialiste, une petite main comme on appelle vulgairement, qui prépare le pupitre, etc., le cadre pour filmer l'annonce de candidature, et la consigne est donnée que pas de rose, la fleur, ni de rose, la couleur. Et puis pupitre est blanc, enfin tout est... Il n'y a aucune référence au socialisme dans cette annonce de candidature. Le soir, elle rentre à Paris, elle va au JT de Laurent Delahousse sur France 2. Et Laurent Delahousse lui pose la question, mais finalement vous êtes socialiste, vous êtes une candidate du Parti Socialiste. Et elle dit cette phrase qui a fait se lever de sa chaise plusieurs éléphants du Parti Socialiste, Martine Aubry, Lionel Jospin et François Hollande. Elle dit, Anne Hidalgo, elle fait « Non, moi je suis écologiste ». On est en septembre, pleine campagne de la primaire des écolos. Elle dit « Moi je suis écologiste, et si le Parti Socialiste veut me suivre, tant mieux ». Et cette phrase, elle est terrible, parce que finalement, elle renvoie le PS à une espèce de structure qui peut aider à sa campagne, mais elle se définit comme écolo. Les téléphones ont chauffé ce soir-là, et un mois plus tard, en octobre, elle va à Lille et elle fait une deuxième annonce de candidature. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous la vend pendant un mois, et elle dit je suis socialiste, et là il y a Bernard Cazeneuve, il y a Martine Aubry, donc forcément il faut dire qu'on est socialiste. Donc elle change comme ça, et puis elle change aussi sur le fond, hein, les mesures, hein, le doublement du salaire des profs, qu'elle écrit noir sur blanc dans son autobiographie, qu'elle commence à défendre puis qu'elle abandonne très vite, au lieu de corriger, parce qu'il y avait des choses qui pouvaient être faites, elle l'abandonne très vite, puis le 110 km/h sur l'autoroute aussi, qui sort du cerveau d'un de ses conseillers parisiens, oubliant totalement ce que pouvaient penser les gens voilà, ailleurs en France, ailleurs que Paris. Et donc elle se corrige constamment, toutes les semaines. Elle dit une chose puis son contraire. Vous savez, Anne Hidalgo, je ne veux pas l'accabler non plus, mais je vais le faire un petit peu, elle était contre les JO de Paris, et maintenant elle est pour les JO de Paris. Elle ne voulait pas se présenter à la candidature à l'élection présidentielle, et elle est candidate. Elle a dit qu'elle ne ferait pas de troisième mandat, qu'elle ne serait pas candidate en 2026. Je suis prêt à revenir me flageller si j'ai tort, elle sera candidate en 2026 à sa réaction, où elle tentera de l'être. C'est vrai qu'après cette campagne désastreuse, le coup près tombe, 1,7%, un naufrage pour le Parti Socialiste, et donc d'où votre constat de sa mort. Cependant, quelque chose qu'on a remarqué en lisant le livre, et que vous en parlez un petit peu moins, c'est est-ce qu'on peut vraiment dire que le Parti Socialiste est mort quand on pense par exemple encore à son ancrage local, donc on pense à toutes les mairies, toutes les municipalités, les régions aussi, encore 5 grandes régions tenues par les socialistes. Donc, est-ce que vraiment on peut dire départements aussi. Département, oui aussi. Est-ce qu'on peut vraiment dire que le Parti Socialiste est définitivement mort? Alors, c'est vrai que ça reste une force locale très présente, avec beaucoup d'élus, des maires de grandes villes. J'ai eu cette conversation il n'y a pas longtemps. Un journaliste du Télégramme en Bretagne me posait une question. Mais attendez, il y a Rennes, c'est socialiste. Brest, c'est socialiste. Enfin, on pourrait citer énormément de villes. Et c'est vrai, il y a aujourd'hui la force locale du Parti Socialiste, elle est réelle. Néanmoins, tous ces élus, aujourd'hui, n'ont aucune présence, ne participent pas activement au PS au niveau national et donc aux élections nationales. Très honnêtement, très rapidement, Anne Hidalgo avait fait c'était vraiment une très bonne idée, une équipe de France des maires, c'est-à-dire que tous les maires des grandes villes venaient l'aider pour sa campagne. C'était vraiment excellent. Sauf que très vite, ils ont senti, ces maires, que ça ne marcherait pas cette campagne, en tout cas qu'ils ne gagneraient pas. Ils ne voulaient pas prendre de risques et ils sont restés, ils se sont un peu planqués dans leur mairie. Pour ne pas prendre de coups et finalement, et risquer d'avoir des conséquences sur leur propre force locale. Sauf la maire de Nantes, qui a continué à travailler après, notamment pendant les accords de l'Annexe.
Et depuis le lendemain de la défaite de Benoît Hamon, les forces locales du Parti socialiste, il y a forcément des exceptions, finalement, regorgent d'idées. Il y a énormément de choses qui sont faites localement dans des départements. On pourrait reparler de Carole Delgas qui a fait en Occitanie. Il y a des mesures qui sont très intéressantes, peut-être applicables au niveau national ou pas. Mais en tout cas, il y a des idées chez les élus locaux socialistes. Mais voilà, ils ne montent pas. Olivier Faure en 2017 s'est retrouvé tout seul après l'élection présidentielle. Et qu'il s'est retrouvé avec un parti. Benoît Hamon est parti. Il a quitté le Parti socialiste. Et personne voulait finalement participer à la reconstruction, ou à la survie en tout cas, pour ce qui en était, du Parti socialiste. Ni les maires, ni les présidents de département, ni les présidents de région. Parce qu'aujourd'hui, faire de la politique au niveau national, surtout quand on est au PS, c'est très risqué. Donc, est-ce que le PS est mort? Sauf, peut-être pas finalement, s'il accepte d'être un parti radical de gauche, parce qu'aujourd'hui on a un parti radical de gauche, ça a été un très grand parti en France pendant de très nombreuses années. Aujourd'hui, c'est plus qu'une force locale d'appoint. Donc si aujourd'hui le Parti socialiste c'est une force locale d'appoint de Jean-Luc Mélenchon et de la NUPES, à ce moment-là, oui, on est d'accord, mais ce n'est pas le Parti socialiste qu'on a connu et qui a donné des présidents, etc. Vous avez évoqué les changements de ligne idéologique chez Anne Hidalgo durant sa campagne, mais ce n'est pas la seule. On a notamment, et vous racontez notamment le cas d'Arnaud de Montebourg et de sa candidature un peu éclair, qui passe justement du socialisme à une forme de droitisation en touchant rapidement les thématiques de l'immigration de manière parfois assez radicale. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce parcours et en quoi il témoigne aussi de cette mort du Parti socialiste? La déliquescence d'Arnaud Montebourg est assez étonnante et ça a été un des chapitres les plus durs à écrire parce que finalement tout son entourage a été extrêmement déçu par le candidat qu'il défendait et tous ont eu cette même phrase: il est de droite, il est de droite, il est de droite. Je dis, attendez, on passe pas de gauche à droite comme ça d'un claquement de doigts. Et en fait, il fallait, et tous me conseillaient d'enquêter sur sa vie privée. Alors, j'ai été quand même, j'ai pas été, mais il avait changé de mode de vie finalement. Je vais pas parler de sa vie privée, mais il avait changé de mode de vie, clairement. Il vivait dans le il vit aujourd'hui dans le 2e arrondissement de Paris. Enfin, voilà, il a changé de mode de vie complètement, Arnaud Montebourg, ses fréquentations, etc. Et son logiciel politique a changé. Et finalement, pendant la primaire de 2011 du Parti socialiste, où ça a été la grande surprise, Arnaud Montebourg, c'était le candidat des sous-préfectures, il se présentait comme ça, il traversait la France, et même quand il a redémarré sa campagne, là, il a décidé d'être le candidat des TER, donc il prenait le TER tout le temps, il traversait la France pour faire ses meetings. Et finalement, ça ne marchait pas, donc il a cherché à faire de nouvelles choses. Et il a vu Éric Zemmour arriver. Non, mais Éric Zemmour a été terrible pour le Parti socialiste parce que, sans revenir sur la responsabilité médiatique de l'émergence d'Éric Zemmour a rythmé un agenda, en tout cas sur le début de la campagne présidentielle, en parlant d'immigration et d'insécurité. Il n'a pas parlé d'immigration et d'insécurité, il a fait que ça. Et finalement, l'agenda médiatique n'était concentré qu'à Éric Zemmour et qu'à ses sujets. Or, il y avait une dissonance entre ces sujets-là et ce que l'opinion publique, et on verra assez vite dans les études, voulait. Finalement, c'est le pouvoir d'achat, c'était autre chose. Mais comme ça marchait médiatiquement, comme Éric Zemmour était haut dans les sondages, Arnaud Montebourg s'est dit très vite, finalement, la gauche ne parle plus d'un sujet qui est l'immigration, en tout cas a toujours eu du mal à en parler, et ne parle pas de sécurité. Or, par essence, la sécurité est un sujet de gauche. Et finalement, il a voulu se raccrocher à des branches qui n'étaient pas les siennes. Et il a cru qu'en parlant immigration, en étant de droite, il pouvait reprendre du poil de la bête. À tel point qu'il a recruté, parmi ses amitiés, 2 personnes qui étaient des proches de Sarkozy, époque 2011-2012, 2 proches de Sarkozy, c'est-à-dire à une époque où Nicolas Sarkozy, justement, avait
un programme assez dur sur ces sujets-là. Et ces deux personnes ont une influence très forte sur Arnaud Montebourg, au point de changer totalement des lignes de son programme. Et le corps historique qui défendait les historiques, les Montebourgeois historiques, qui étaient là depuis très longtemps, qui défendaient Arnaud Montebourg, était totalement dépassé. Et il y avait une lutte d'influence, il y avait une espèce d'équipe A et d'équipe B autour d'Arnaud Montebourg, il y avait une lutte d'influence entre les deux. C'était même plus qu'une lutte d'influence, parce qu'on avait l'impression d'avoir le Parti Socialiste et l'UMP au sein d'une même campagne présidentielle. Et finalement, tout a explosé parce que tout le monde est parti, c'est sorti dans la presse, et il était acculé, et du coup, il a quitté, il n'a jamais décollé, il n'a jamais réussi à s'accrocher à une quelconque branche que ce soit. Alors si l'explosion médiatique du coup de l'extrême droite met à mal le Parti socialiste, il y a une autre thématique qui peut d'ailleurs sonner un peu paradoxale, c'est celle de l'écologie, qui va aussi mettre des bâtons dans les roues au Parti socialiste, puisque vous l'avez évoqué, Anne Hidalgo se revendique en premier lieu d'abord comme écologiste, puis comme socialiste, mais il pose aussi la question de la croyance dans la lutte écologique chez certains cadres du parti, dont Bernard Cazeneuve. Oui, alors ça, quand je parlais des idées tout à l'heure, que le Parti Socialiste avait du mal à renouveler son logiciel, l'exemple le plus flagrant, c'est évidemment de fuir les sujets immigration, d'éviter le sujet sécurité, qui est un sujet. Mais l'exemple le plus flagrant, donc, c'est l'écologie, qui est le sujet majeur de ces dernières années, qui va le rester pour les raisons que l'on sait. Et finalement, le Parti Socialiste ne parle pas du tout d'écologie. Pas du tout. Alors que Anne Hidalgo est une maire, finalement, elle fait les pistes cyclables à Paris. Enfin, voilà, c'est une ville où il fait bon vivre. Enfin, moi, personnellement, je dis vie, je fais du vélo, et c'est très... Enfin, voilà, on a l'impression d'avoir une maire écolo, plus qu'une maire socialiste, d'ailleurs. Finalement, quand... ces sujets-là, ce sujet de l'écologie est vraiment esquivé par le Parti Socialiste, alors qu'il est assez proche des écolos, il a toutes les raisons parce qu'il y a énormément d'alliances, on parlait des mairies tout à l'heure, toutes les mairies, enfin, la très grande majorité des majorités socialistes aujourd'hui se fait avec les écologistes. Donc finalement, il peut très bien picorer et faire des alliances. Bernard Cazeneuve, quand il se lance, c'est pas qu'il ne croit pas en l'écologie, mais il s'en méfie. Il s'en méfie pour plein de raisons. Et la première étant le quinquennat de François Hollande, décidément parce qu'il a fait du mal celui-ci, parce que je rappelle que les premiers, en tout cas dans les vagues de démission des ministres, il y a Cécile Duflot, et il y a Pascal Canfin aussi, je crois. Enfin, les écologistes font partie des premiers à quitter et à mettre un peu le quinquennat de François Hollande en difficulté. C'est très dur à l'Assemblée nationale. Et la deuxième raison, et elle est plus psychologique aujourd'hui, chez Cazeneuve, c'est Rémi Fraisse. Ce jeune militant qui a été tué par une grenade lors d'une manifestation. J'ai oublié le nom, je m'en excuse. Finalement, ça a marqué Cazeneuve. Sa gestion de l'affaire a été très mauvaise, ça a été reconnu par tous. Et à cette époque, les écologistes, et encore aujourd'hui, les écologistes accusent Bernard Cazeneuve, je cite, j'ouvre les guillemets, d'avoir tué Rémi Fraisse. Et ça marque beaucoup Bernard Cazeneuve. Et il en veut beaucoup aux écolos. Et il refuse, pour cette raison très humaine, de faire une alliance avec les écolos, parce qu'il n'a pas confiance en eux. Aux européennes de 2019, le Parti Socialiste donne la tête de liste à Raphaël Glucksmann et je m'excuse, j'ai oublié son nom, à une autre écologiste. Et je suis désolé, cette dame fait voilà, la scène est assez hallucinante. Il y a un parterre de socialistes, ils écoutent Glucksmann, ils sont tous d'accord avec Glucksmann, et puis ils écoutent cet écologiste qui détruit le Parti Socialiste. Pourtant, elle est nommée tête de liste du Parti Socialiste, et qui réaccuse, elle accuse le Parti Socialiste et Rémi Fraisse et Bernard Cazeneuve d'être responsables de la mort du Parti Socialiste. Et depuis ce temps-là, Bernard Cazeneuve
refuse, ne fait plus confiance aux écologistes. Quand il lance sa candidature, quand il prépare sa candidature, parce qu'il ne la lancera pas, il s'arrêtera juste avant, il dit à ses conseillers, mettez-moi un peu de vert dans ce programme et ce plan. Parce qu'il n'en est pas capable, lui. Il veut juste les convaincre et réceptionner, mais ça ne fonctionnera pas. Parce que mettez un peu de vert, c'est pas mettez un peu de vert d'écologistes, des élus écologistes, c'était vraiment des idées vertes pour repeindre un peu la façade. Dans cette perspective, il y a un autre paradoxe qui m'a sauté aux yeux, c'est le décalage entre les deux temps politiques français, donc le moment présidentiel puis le moment législatif, qui pour l'un est marqué par une compétition aux leaders de la gauche, et l'autre, un alignement net au sein de l'alliance, alors c'est non moins surprenante, en tout cas originale sur le plan politique de la NUPS, avec un total alignement sur la ligne des Insoumis autour de Jean-Luc Mélenchon. Oui, il y a vraiment, j'ai du mal à différencier moi finalement l'élection législative de l'élection présidentielle. C'est juste le 3e et 4e tour de l'élection législative, encore plus en 2022. Il y a un décalage, il y a une volonté pour le Parti Socialiste au lendemain de l'élection présidentielle de survivre. C'est vraiment, on est chez Darwin, on vient de faire 1,7%. Si on reste tout seul, c'est 0 député. C'est vraiment 0 député et on peut fermer boutique dès le mois de juin. La force, de par le score, la force à gauche, allait à Jean-Luc Mélenchon. De par son score de 22%, une partie de l'électorat socialiste avait voté pour Jean-Luc Mélenchon, pour Macron. L'électorat écologiste avait voté pour Mélenchon. Voilà. La force allait à Mélenchon à cet instant-là. Très vite s'est posé la question, parce qu'on oublie, mais Mélenchon était socialiste. Il a passé la moitié de sa vie politique à être socialiste d'ailleurs, plus qu'à être insoumis. Et au lendemain de l'élection, mais vraiment quelques jours après l'élection présidentielle, les téléphones chauffent, et il sait très bien, Jean-Luc Mélenchon, qu'il peut accueillir les écologistes et les communistes. Mais c'est insuffisant pour lui. Il lui manque quelque chose, parce que, et c'est ça qui est très étonnant, et je pense qu'on en parlera pendant encore longtemps, de ce qui s'est passé à gauche pendant ces 2 mois. Il avait besoin, même à 1,7, Jean-Luc Mélenchon, s'il voulait vraiment prendre le lead à gauche, il avait besoin du Parti Socialiste. Et même si le Parti Socialiste était 1,7%, il avait besoin du Parti Socialiste parce que le Parti Socialiste c'est un vieux parti qui a une histoire et des élus locaux, etc., qui a une force. Et il pensait, Jean-Luc Mélenchon, et j'en reviens à votre question du paradoxe, il pensait, Jean-Luc Mélenchon, qu'il pouvait refaire Mitterrand. Vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec les deux jambes du socialisme, l'une part radicale et l'une part le réformisme. Et finalement, sauf que Jean-Luc Mélenchon, c'est la jambe radicale. Et il pensait pouvoir absorber cette jambe réformiste et que tout le monde et le Parti Socialiste allaient le suivre, sauf que ça ne peut pas fonctionner, en tout cas en France. Et le paradoxe est qu'aujourd'hui, le socialisme réformiste est complètement, je ne vais pas dire soumis, parce que c'est pas vrai, ils votent des choses différemment à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mais l'assurance vie du Parti Socialiste aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et inversement, et là est tout le paradoxe, aujourd'hui, l'assurance vie de la NUPES et de Jean-Luc Mélenchon, c'est le Parti Socialiste. C'est-à-dire que si demain, Olivier Faure, qui est le nouveau meilleur ami de Jean-Luc Mélenchon, visiblement, si demain Olivier Faure perd son congrès, et que, du coup, ses adversaires au sein du Parti Socialiste, qui ne sont pas très favorables à une alliance avec Jean-Luc Mélenchon, et certains le revendiquent, se séparent, quittent la NUPS, je crois que la NUPS, c'est fini, et que la gauche repartira dans des détestations individuelles, et où il est plus important de critiquer son camarade insoumis ou écolo que de mener la bataille des idées envers la droite, etc. Donc le paradoxe est là aujourd'hui, c'est que comment on fait vivre, comment on fait l'idée de socialisme, celle qui gagne, celle qui fait faire des présidents en France,
alors que le leader du socialisme, c'est uniquement un personnage radical. Je ne pense pas que la NUPS soit finie aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un rendez-vous, il va se passer de nouvelles choses aux européennes. Et puis, le vrai rendez-vous de la gauche aujourd'hui, ce sera les prochaines élections municipales. S'ils arrivent à faire des alliances et que ça se passe plutôt bien, finalement, ça va perdurer. Mais très vite, et dès aujourd'hui, se pose la question du candidat. Jean-Luc Mélenchon, il y a un plafond de verre aujourd'hui, on le voit bien. Alors, est-ce qu'il va s'assagir? Est-ce qu'il va reprendre sa branche réformiste? Connaissant le personnage, j'ai un peu de doute. Et donc, le PS a quelque chose à jouer. Donc, il peut renaître d'entre les morts. Le PS a quelque chose à jouer, mais il doit réembrasser sa jambe réformiste et finalement prendre un peu ses distances avec le style insoumis, ce style, le bruit et la fureur qui avait été terrorisé par Jean-Luc Mélenchon. Comme vous l'avez dit, hein, les idées ne meurent jamais. Bon, les cadavres, en principe, ça ne se relève pas. Mais donc, la politique, c'est quelque chose de bizarre, il se passe toujours des choses bizarres en politique. Est-ce que vous évoquez peut-être une deuxième chance pour le Parti Socialiste, là, à l'instant? Donc vous, quel futur vous envisagez pour le Parti Socialiste? On parle beaucoup de la création d'un nouveau parti, par exemple. On a aussi un peu deux lignes qui s'opposent, celle de Faure, du coup, et de Delga. Donc, où est-ce que va le Parti Socialiste aujourd'hui? Quel pronostic? Alors c'est difficile à dire, mais on va en savoir plus. On va en savoir plus après le congrès qui se tient en janvier, qui va être très serré ou qui sera. En gros, il y a deux options. Soit Olivier Faure gagne très largement et il y a une scission du parti, soit c'est très serré et voilà, Olivier Faure va devoir faire des compromis au sein de son parti. Aujourd'hui, le Parti Socialiste tel qu'il est, j'ai du mal à le voir redevenir une force motrice à gauche. En tout cas, pas en gardant ça. Au bout d'un moment, il faut changer l'étiquette. C'est quand même une vieille machine qui est marquée par l'histoire, mais qui est marquée aussi par ce que les électeurs de gauche appellent des trahisons. J'ai fait de nombreux reportages dans le Nord ouvrier où les gens me disent « Non, mais c'est très bien ce qu'a fait Olivier Faure. C'est très bien, il s'est rallié à Mélenchon, on est très content, etc. Mais quand même, faites attention, le Parti Socialiste, il nous a déjà promis monts et merveilles. » Donc il y a toujours cette suspicion de trahison, et ça va le suivre finalement, le Parti Socialiste. Et je crois que sa chance serait de changer le flacon, de changer l'étiquette, de changer le nom. Alors il y a plein d'idées, hein, Parti Socialiste PSE, Parti Socialiste écologiste, et puis de nettoyer aussi un peu son mode de fonctionnement, c'est-à-dire que je vois pas ce qu'un Yannick Jadot fait chez les écologistes, par exemple. Yannick Jadot a beaucoup plus de rapport avec beaucoup plus de points communs avec le Parti Socialiste qu'il ne l'a avec Sandrine Rousseau ou l'actuelle direction du Parti Europe Écologie Les Verts. Donc, est-ce que le Parti Socialiste, en tant que tel, aujourd'hui, alors, à l'instant T, peut gagner ou présenter un candidat? Non. Je vous réponds franchement, aujourd'hui, non. Si on fait l'élection présidentielle, demain, non. Olivier Faure ne peut pas être candidat. François Mitterrand disait il fallait... Non, il ne le disait même pas, c'est l'histoire qui le montre, pardon. Entre 65 et 80, c'est le temps qu'il a fallu pour le Parti Socialiste pour se régénérer et pour gagner une élection présidentielle. C'est énorme. Ça va être difficile d'imaginer qu'il peut, entre 2017 et 2027, oui, c'est ça, pardon, se régénérer. Il y a tout un travail à faire d'idées, de personnel politique aussi. Il y a un vrai sujet de personnel politique. On parle de Carole Delga aujourd'hui, c'est un nouveau visage du Parti Socialiste. Qu'est-ce qu'on fait de Carole Delga? Ils ne s'entendent pas avec Olivier Faure. Au bout d'un moment, il va falloir qu'elle compte au niveau national. Elle veut compter, donc il va falloir l'emmener dans les instances dirigeantes du Parti Socialiste. Il y a les maires, Johanna Roland, à Nantes. Il y a des nouveaux visages du Parti Socialiste, il y en a beaucoup. Et il va falloir continuer de tuer le père. Les éléphants, qui sont encore là. Régulièrement, Christophe Cambadélis,
voilà, fait une interview pour dire attention à la mélanchonisation des esprits. Tous les 6 mois, il y a cette interview, cette phrase qu'on m'a dit, s'ouvrir 2 points, attention à la mélanchonisation des esprits à gauche. Voilà. La capacité de nuisance des éléphants d'hier est très forte aujourd'hui dans le Parti Socialiste. Je le raconte dans le livre, et c'est ce chapitre qui lui est consacré. Pendant l'élection présidentielle, François Hollande a eu un rôle cardinal. Il a réfléchi à sa candidature, il l'a préparée avec Julien Drey, le Baron Noir, autre éléphant, qui est encore très présent. Voilà, ils ont encore une influence très forte aujourd'hui, les éléphants d'hier. Et ce n'est pas de leur faire insulte que de leur dire qu'on a le droit un jour de changer de personnel politique et de rafraîchir un peu tout ça. Derrière les nouveaux acteurs à venir du Parti Socialiste, on a pu compter dès 2022 sur de nouveaux acteurs aussi. C'est notamment le cas donc, de la primaire populaire. Celle-ci a d'abord été initiée, puis balayée, puis raccrochée à la hâte par Anne Hidalgo. Elle est conspuée par Mélenchon, refusée par Jadot. Elle met sur un piédestal Taubira. Enfin, elle ne fait pas consensus pour les leaders socialistes. Comment vous expliquez, est-ce que vous pensez que la primaire populaire, en voulant créer l'unité à gauche, a finalement affaibli le Parti Socialiste et la gauche française? Vous lui donnez beaucoup de pouvoir à la primaire populaire. Mais la primaire populaire, c'est à la fois un succès et à la fois un échec démocratique. C'est un succès parce qu'ils ont occupé l'espace pendant 1 mois. Parce qu'Anne Hidalgo, en décembre 2021, elle dit « Je serai candidate à la primaire ». Et elle parle de la primaire populaire, qui a lieu 1 mois après, et qui était prête et qui s'organisait, etc. C'est un succès parce qu'on parle d'eux, parce qu'ils font leur happening, et que voilà, toute la gauche est suspendue à cette question d'unité qui pourrait naître au lendemain de cette élection. Mais c'est un échec, la primaire populaire. C'est un échec démocratique parce que le process démocratique qu'ils ont défendu, je ne vais pas rentrer dans les détails, est antidémocratique. C'est-à-dire qu'on ne laissait pas le choix des candidats d'être candidats. Les perdants, Anne Hidalgo, a perdu, mais quel crédit donner à des candidats qui ont perdu et qui ne voulaient pas être candidats à cette chose finalement? Après, elle s'est dédiée, Jean-Luc Mélenchon ne voulait pas participer. Donc finalement, même Yannick Jadot ne voulait pas y participer. Quel crédit donner? Et la seule qui voulait participer, c'était Christiane Taubira, et oh surprise, elle a gagné. Et en fait, au travers de mon enquête, j'ai quand même remarqué que la plupart des gens qui ont travaillé à la primaire populaire travaillaient déjà plus ou moins en sous-main pour Christiane Taubira. Donc le coup est un peu gros finalement. Ils avaient un programme, c'est ce qu'ils disaient, ils avaient un espace programmatique, mais l'espace programmatique de la primaire populaire, finalement, c'était... alors je m'excuse un peu parce que peut-être le point commun de je vais y venir à ce que je voulais dire, mais je fais une parenthèse. Le point commun de la primaire populaire, et c'était sa force, c'était qu'il y avait beaucoup de jeunes. Beaucoup peut-être certains d'entre vous ont participé à cette aventure. Il y avait vraiment une volonté d'une jeune génération militant de gauche de défendre quelque chose et d'appeler toute cette classe politique de faire l'union parce que c'était la nécessité et c'était, on l'a vu aux législatives. Ils n'ont pas gagné. En tout cas, on l'a vu, que c'est le seul moyen de redonner de l'espoir et d'avoir un regain à gauche. Mais finalement, je ferme une parenthèse, ils ont travaillé, ils ont monté un coup pour Christiane Taubira, qui s'est très vite retirée de la course à la présidentielle, parce qu'elle n'en voulait pas. Parce qu'elle n'en voulait pas, Christiane Taubira. Elle voulait prendre une revanche sur 2002, sur ces socialistes qui l'accusaient d'avoir fait part de Lionel Jospin. Et aujourd'hui, la primaire populaire, finalement, ces gens-là n'ont pas fait vivre tout ce qu'ils pouvaient, tout ce qu'ils avaient défendu. Ils ont quitté l'aventure, ils se sont divisés, etc. Ils avaient un espace programmatique, c'est ce que je reviens sur l'espace programmatique, mais finalement, c'était quoi cet espace programmatique? C'était une série de slogans où quiconque se revendique plus ou moins de gauche est plutôt d'accord. Voilà.
qu'on soit socialiste ou insoumis, oui, on est pour l'augmentation des salaires, etc. Enfin, voilà. C'était vraiment des grands slogans de gauche, donc c'était assez compliqué d'avoir un vrai, de faire l'unité sur quelque chose sur un vrai programme de fond, puisque c'était pas un programme comme pouvait être le programme de la NUPES, où je rappelle que le programme de la NUPES, c'est 600 mesures quand même. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a des choses avec lesquelles les socialistes ne sont pas d'accord, notamment sur l'Europe, etc. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle un programme politique, enfin, un programme de coalition pour une élection. Très bien. Donc, pour résumer, on a un parti socialiste mort, mais peut-être pas encore enterré. Grâce à votre enquête, on a apporté quelques éléments de réponse sur ce qui s'était passé. Et maintenant, peut-être que dans le public, vous avez encore des zones d'ombre que vous souhaitez éclaircir. Je vous en prie, c'est le moment des questions. Si vous avez des questions à adresser à M. Pérou, allez-y. Vous avez beaucoup parlé des élus, des candidats, etc. Mais moi, je me demandais si la mort du Parti socialiste n'était pas en grande partie due à un contexte mondial, européen, notamment après la chute du mur de Berlin. Le contexte mondial, historiquement non, parce que finalement, les grands rendez-vous de la gauche, enfin, les grands succès du socialisme, c'est 81, on en parle tous, mais c'est aussi 97. Enfin, le gouvernement de Jospin, il y a eu des grandes mesures de gauche, donc on ne peut pas dire qu'il y ait eu une chute des idées. Puis l'élection présidentielle de 2012 a remis un goût de socialisme, ça n'a pas duré très longtemps, mais en tout cas, il y a eu des grandes choses de faites. Enfin, il y a eu un score, pardon, il y a eu des choses qui ont réconcilié finalement le PS avec tout ça. Au niveau des autres pays, enfin, on parle de contexte mondial, mais regardons ce qui se fait en Allemagne. Les sociaux-démocrates ont gagné la dernière élection, en une alliance avec les écolos. Portugal, en Espagne. Donc il y a des contre-exemples finalement. Je ne crois pas que le contexte mondial ait joué dans la défaite du Parti socialiste, mais il a eu un impact. Alors c'est pas le contexte mondial, mais c'est le contexte européen. Je crois que le référendum de 2005 sur la Constitution européenne et le départ de Jean-Luc Mélenchon, qui s'est suivi quelques 3 ans après, a vraiment fait beaucoup de mal au Parti socialiste, parce qu'ils n'ont jamais répondu, et finalement les Français ont voté non, et le Parti socialiste a totalement embrassé ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire finalement la trahison du non, et voilà, on est parti sur... ils ont accepté la décision qui a été d'entériner la Constitution européenne. Ce que je veux dire par là, c'est que 2005 a été a vraiment fait beaucoup de mal au Parti socialiste. Ils ont mis ça sous le tapis et ils ont plus ou moins ressorti ça pendant les accords de la NUPES là, parce que Jean-Luc Mélenchon s'est réconcilié avec le Parti socialiste qu'il détestait tant, mais ils n'ont pas résolu le problème de la question européenne. Et on parle souvent de la question sociale, qui est un des... tout à l'heure je parlais de la sécurité, etc., qui était une des grandes fractures à gauche, etc. Je crois que la question européenne aujourd'hui est vraiment un des sujets que la gauche n'arrive toujours pas à résoudre. Ce qu'on fait Faure et Mélenchon en disant non mais de toute façon on ne parle pas d'Europe aux législatives, vous inquiétez pas, on réglera ce problème plus tard. On acte nos désaccords. Ils ont écrit sur un bout de papier, nous ne sommes pas d'accord sur la question européenne. Enfin, je caricature. Et ça ne peut, je ne crois pas que la politique fonctionne comme ça. Les prochaines échéances électorales, il y a les sénatoriales l'année prochaine, mais il y a les européennes. Est-ce que des gens qui sont pro-européens fondamentalement par essence comme le Parti socialiste peuvent accepter les propos d'un Jean-Luc Mélenchon sur la Crimée en 2014? Je ne suis pas sûr. C'est pas question de la désobéissance. On a eu ce débat sur la désobéissance européenne, etc. Ça c'est un faux débat. C'est sur les valeurs européennes. Qui sont nos alliés en Europe? Est-ce qu'on défend les pays de l'Europe du Sud, qui sont en crise pour beaucoup, je pense à l'Italie notamment, ou est-ce qu'on tend vers la social-démocratie nordique et allemande? Je n'ai pas encore cette réponse, mais en tout cas, le Parti socialiste, s'il veut avoir un avenir au sein de la gauche,
et la NUPES aussi, et Mélenchon aussi, doit résoudre cette question. Je vais un peu diverger très loin, je suis parti très loin là, sur la question, je suis désolé, mais parler de contexte mondial, le contexte européen avant tout. Oui. J'aurais une question. Il y a une personne que vous avez absolument pas parlé, c'est de Dominique Strauss-Kahn. Et en 2012, c'était pas François Hollande qui était censé être le candidat du PS, mais lui, et même on le voyait de très loin dans tous les sondages être élu très rapidement. Et le scandale du Sofitel a torpillé sa candidature. Et je me demandais, est-ce que c'est pas à partir de ce moment-là, bon, François Hollande a vite profité de l'appel d'air pour se propulser et être élu, mais est-ce que c'est pas à partir de ce moment-là où du coup on a perdu confiance dans le Parti Socialiste Non, parce que derrière, il y a la primaire socialiste, qui est un vrai succès, hein, dans plein faudrait que j'en vérifie, mais je crois que c'est dans les cantons. Il y avait des bureaux de vote dans presque chaque canton pour la primaire socialiste. Il y a eu énormément de votants. Et puis la campagne de 2012, je parle bien de la campagne de 2012, est un vrai succès. Énormément de monde. Donc je ne crois pas que le Dominique Strauss-Kahn ait eu un impact sur la chute du Parti Socialiste. Alors il fait partie d'une génération qui, oui, on a visiblement pas vous, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier que DSK a été au PS. Mais il n'a jamais, vous savez, il n'a pas gagné grand-chose DSK au PS, hein, en interne. Il a perdu contre Ségolène Royal avant 2007. Mais, alors, et je vais vous surprendre, mais alors si DSK n'a rien gagné, les Strauss-Kahniens ont gagné beaucoup en 2017. Parce que dans l'entourage d'Emmanuel Macron, il y avait énormément d'anciens conseillers de Dominique Strauss-Kahn. Et ce qu'on a vu en 2017, finalement, c'est peut-être, voilà, je pars très loin là, mais c'est peut-être une espèce de ce qu'on aurait pu voir si DSK n'avait pas eu ce qu'il a eu en 2012. Oui. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Valentin. Est-ce que, plutôt que le fait qu'il ait un peu contribué à la perte du Parti Socialiste, est-ce que si jamais il avait été élu, DSK, les jeunes se seraient peut-être plus retrouvés dans un leader charismatique plutôt que François Hollande qui a, qui a manqué de charisme et qui justement a peut-être aussi dégradé l'image du PS et qui a fait pas ça, c'est plutôt plus sur ce point-là. Ouais. François Hollande, c'est Monsieur 3%. Hein. Avant de gagner l'élection présidentielle, on l'appelait Monsieur 3%, parce que des scores pas terribles. Donc, je sais pas, c'est une question compliquée parce que j'ai tendance à croire que les Français, cette masse informe d'électeurs, votent toujours aux élections présidentielles pour le contraire du président précédent. On avait un président plan-plan, Chirac. On a eu un hyper-président, Nicolas Sarkozy. On a eu un hyper-président, on a eu un président normal. On a eu un président normal, on a eu un président jupitérien. Je ne sais pas quel sera le prochain. Mais vous voyez la mécanique. Et je ne suis pas sûr que le charismatique... Après, c'est dur de faire de la politique fiction sur Strauss-Kahn, mais oui, il y avait quelque chose, Strauss-Kahn. C'est difficile. Vous savez, au début, Hollande, ça tient, pas longtemps, mais ça tient dans l'opinion publique. Ça chute assez rapidement, et son charisme n'a pas été un défaut dans la gestion des attentats, par exemple. Oui, mais on dit souvent aussi que ce genre de problème, c'est entre guillemets, il peut être facile pour les C'est vrai. présidents et que c'est sauve. Très raison. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et en même temps, il y a ce côté, vous savez, François Hollande, dans l'opinion publique, oui, il a enchaîné les boulettes quand même, hein, parce que Leonarda, son ex-épouse, ça a été. Et ce qu'on reprochait, on a reproché beaucoup de choses là, en matière de vie privée, etc., et de sujets parallèles à Hollande qu'on a pardonné à Macron. Hein. Benalla, enfin, c'est pas un sujet parallèle, Benalla, mais voilà, il y a plein d'à côté qu'on a excusé à Macron, qui était beaucoup plus grave que ce qui arrivait à Hollande.
je crois que fondamentalement, son problème à François Hollande, plus que son manque de charisme, c'est vrai que vraiment pour l'avoir rencontré plusieurs fois, il ne manque pas de charisme, bien au contraire. C'était cette machine du Parti Socialiste où les gens ne s'entendaient plus, les frondeurs, etc. Et qu'il a été finalement assez mauvais stratège en ne traitant pas les frondeurs. Je pense que c'est son manque de stratégie politique qui, plus que son charisme au sein de l'opinion, qui a causé ça. Mais on peut être... Enfin, on pourrait revenir, on pourrait refaire des livres et des livres sur le quinquennat de François Hollande. Oui, vous ne croyez pas aussi que cette disparition ou ces obsèques prématurées sont dues à de la bonimenterie, à de la vente permanente de la poudre de perlimpinpin? Quand par exemple François Hollande dit « mon ennemi c'est la finance » et que son ministre des Finances est un associé du baron David de Rothschild, fils du légendaire baron Guy de Rothschild. Quelques années auparavant, quand Lionel Jospin promet beaucoup de choses et quand l'usine Renault à Villeborde ferme, il dit « on ne peut pas tout », alors qu'il avait fait miroiter beaucoup de promesses, comme quoi l'usine Renault-Villeborde ne fermerait jamais. Et même avec François Mitterrand, je ne parlerai pas de cette façon de transformer un maréchaliste en bon socialiste, mais sans même parler de ça, on met un gentil Premier ministre bien de gauche, d'un milieu très modeste, milieu fauché même, comme Pierre Mauroy, mais autour on met quoi? On met des fils et des filles à papa. Martine Aubry, Pierre Jox, Laurent Fabius, quand ce n'est pas carrément encore plus rentable, le gendre d'un des hommes les plus riches de France, Robert Badinter, qui est le gendre en deuxième noce de Bleustein-Blanchet, le fondateur de Publicis, et qui par un mariage extrêmement juteux et rentable épouse une des 30 ou 40 personnes les plus riches de France. Donc ça fait socialiste en apparence, avec des belles promesses, qui promettent beaucoup aux petites gens, et les petites gens, je ne sais plus qui disait, on peut les prendre pour des idiots une fois, mais pas deux. Et là, ça fait un peu trop souvent qu'ils ont été pris pour des idiots, et puis je comprends ces gens modestes qui, à un moment, finissent par faire un autre choix, et des fois un autre choix vers l'autre extrême de l'échiquier politique. Vous n'êtes pas adhérent du Parti Socialiste, non? Non, mais à 23 ans, j'étais trésorier des jeunes baristes dans la campagne présidentielle de Rue Montbard. Non, mais votre question résume un des grands problèmes du Parti Socialiste aujourd'hui. Alors, je vais pas débattre des parentés, des liens de parenté. Est-ce que quand on est héritier, on ne peut pas être un bon socialiste? C'est pas mon sujet. Je reviens, si vous me permettez, à ma mère. Ma mère, c'est un personnage important dans mon livre. Enfin, j'en parle pas, mais voilà. Pardon, excusez-moi. Politique, vous savez, le sujet politique, ça a souvent été avec elle. Quand Mitterrand a été élu, et qu'elle a voté la première fois en 81 pour lui, la première fois qu'elle vote pour Mitterrand. Il y avait cette promesse changer la vie, j'en parlais tout à l'heure. Et elle est allée, le lendemain, elle était vendeuse dans un petit magasin, dans une petite ville en Bretagne, une vendeuse de robes de mariée. Et elle travaillait le lendemain de l'élection, et elle a été avec, entre guillemets, elle dit, avec fierté, et elle n'avait plus peur de son patron. Et vous avez raison quand vous dites finalement, les petites gens se sont sentis totalement délaissés d'année en année par des choix d'hommes politiques, Lionel Jospin, Mitterrand, etc., Tournant de Rigueur, Hollande, mais pas que, Martine Aubry, enfin, ils ont été délaissés. Aujourd'hui, l'électorat socialiste, et ça se vérifie, mais il y a eu des dizaines et des dizaines d'articles là-dessus, notamment dans les bassins ouvriers du Nord. L'électorat socialiste, quand il en a marre de voter socialiste, quand il en a marre de voter à gauche, il vote pas communiste. Parfois un peu communiste dans certaines circonscriptions, mais il ne va pas directement communiste. Parce que le communiste est très faible quand même, je rappelle, en 2012, ça lie avec Mélenchon. Il ne vote pas Mélenchon. J'en veux pour preuve que Mélenchon était candidat aux législatives face à Marine Le Pen. Il a perdu, et voilà, ça n'a jamais fonctionné. Il va pas chez les écologistes, encore moins. Il va pas à LR, il va pas au centre. Il va pas chez les radicaux, il va directement à l'extrême droite et chez Marine Le Pen. Et chez les petites gens, comme pour reprendre votre expression, la trahison du personnel politique socialiste est terrible. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'extrême droite et la prégnance de l'extrême droite pendant cette élection présidentielle a fait beaucoup de mal au PS, parce que finalement il était totalement aphone. Il parlait de sujets de gauche, et de sujets de gauche, la première à avoir proposé
la TVA à 5,5 sur le tarif de l'essence, on en a parlé il n'y a pas longtemps, quand il y a eu la crise justement à la pompe, c'était Anne Hidalgo. Mais qui s'en souvient de ça? Et en fait, ils ont des idées parfois de gauche encore, etc. C'est vrai, hein, ils ont des propositions. Finalement, le doublement du salaire des profs, c'est une idée folle. Mais on pouvait enfin, c'est facile de corriger une idée dingue. Non, mais pas le doublement, on va multiplier, ou d'abord que les nouveaux profs. Enfin voilà, de défendre un peu son idée qui était une idée plus ou moins de gauche. Cette mesure-là, elle ne l'assume pas. Et l'électorat enseignant de gauche ne la croit pas. Dit c'est n'importe quoi, de toute façon on ne vous croit pas. Aujourd'hui, l'un des boulets du PS, c'est on ne vous croit pas, c'est cette phrase, c'est le suspect, la suspicion de la trahison. Et ça, ils vont le traîner pendant longtemps, oui, je pense. Mais je suis en désaccord avec vous, c'est pas parce quand vous dites le personnel politique et les héritiers, etc. Non. Aujourd'hui, le personnel politique, on vient forcément de quelque part. Donc parfois, on vient de bonnes familles, parfois de familles plus modestes, etc. En bonne famille, je mets des guillemets et des guillemets. Oui, alors j'avais dit que je suis une ici, et puis... Oui. Après les présidentielles, je ne sais pas exactement quand, il y avait eu un bruit de couloir qui disait que François Hollande avait cette envie un peu de revenir sur le devant. Est-ce que vous pensez que ça aurait eu un impact un peu moins sur le cadavre actuel, ou ça aurait été à peu près la même chose avec une débâcle qui est portée par un autre acteur, mais c'était un bruit de couloir, mais c'était un bruit de couloir qui était véridique. François Hollande, j'en ai fait un papier d'Express, m'avait confié à quelques journalistes, on était plusieurs, nous avait dit mais moi j'ai pas honte de retourner en tant qu'ancien président sur les bancs de l'Assemblée nationale avec mon cartable. Donc dans sa tête, il y pensait vraiment. Parce qu'il est animé par cette volonté, cette envie de retourner d'une manière ou d'une autre. Valéry Giscard d'Estaing l'avait fait aussi dans les années 70-80. Il avait été président, après sa défaite, enfin les années 80, pardon, du coup il était parti, il était revenu conseiller départemental, je crois, pour tenter de se recréer un peu une carrière nationale, ça n'avait pas marché, etc. Mais François Hollande, lui, il disait, mais moi, je n'ai pas de souci, il n'y a pas de décalage, je peux retourner sur les bancs de l'Assemblée nationale. Il ne l'a pas fait, pourquoi? Parce qu'il a vu cette alliance de la gauche naître, et qu'il aurait eu, et c'était le plan il y avait un plan parallèle, j'en parle dans le livre, préparé par Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon, il aurait eu un candidat, et un très bon candidat face à lui, François Hollande, c'est-à-dire quelqu'un capable de vraiment l'emporter à gauche. Et la candidate que François Hollande a défendue dans sa circonscription en Corrèze a fini à un peu moins de 4%, presque 3%. Voilà, donc le retour de monsieur 3% finalement a beaucoup bouffé. Oui. Alors malheureusement, on va devoir clore cette conférence. Pour ceux qui ont encore des questions, qui veulent encore échanger avec monsieur Pérou, ou encore qui veulent approfondir cet ouvrage et puis découvrir l'assassin, on vous propose une séance de vente de l'ouvrage et de dédicace qu'on va organiser. Merci pour votre présence et pour votre écoute, et surtout merci à vous. Merci à tous.